Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal, conseil d'été, qui pour nous est bien sûr un conseil très particulier, puisque c'est le premier depuis la disparition de notre collègue Monique Metteville. Je ne ferai pas un long discours, d'abord parce que je m'en sens pas le courage, et puis que de toute façon, elle aurait détesté ça. Je voudrais simplement rappeler son engagement pour la ville. Au moment de la formation du conseil de quartier de Majolinas, à la création du CEL des Jalles, élue municipale en notre enceinte depuis 2014, elle s'occupait de l'urbanisme de proximité aux côtés de Patrick Blanc et représentait la municipalité à Toi Logement Jeune, l'association qui gère la résidence Suzanne Lacorre. Je voudrais juste rappeler sa constance, quelqu'un de très présent, toujours, rappeler son humilité, rappeler sa discrétion et l'importance de ses convictions humanistes. Pas le genre de personne à s'engager pour épater la galerie, pas besoin de ça pour flatter son ego. C'était pas le style. Je n'exagère pas en parlant de citoyenne exemplaire, au sens premier du terme, et parce que c'était une citoyenne exemplaire, une de nos collègues et une de nos amies, je vous demande d'honorer une minute de silence. Alors, difficile de passer du coq à l'âne, mais j'ai effectivement d'autres informations à vous donner avant de commencer en tant que tel l'ordre du jour du conseil municipal. D'abord, bien sûr, vous dire quelques mots sur Ford, puisque depuis la dernière fois que nous nous sommes vus en conseil municipal, je vous rappelle d'ailleurs que nous avions voté une motion, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se sont déroulées, donc juste pour mémoire, au moins vous rappelez le calendrier. Le 7 juin, lors d'un CE à Ford, la direction a annoncé la mise en place d'un plan de sauvegarde pour l'emploi. Plan de sauvegarde pour l'emploi qui, en gros, doit commencer bientôt, demain en fait, et qui doit se courir jusqu'en septembre 2019, puisqu'ils annoncent qu'il n'y aura pas de départ contraint, de licenciement, clair, pour parler simplement, avant septembre 2019. Cette annonce de PSE a été un coup de tonnerre supplémentaire, puisque la dernière fois que nous étions vus, on avait dit que Ford était plutôt dans la démarche de recherche d'un repreneur et que toutes les parties prenantes autour de la table, quelques jours plus tard, le 13 juin, lors du comité de suivi, ont exprimé leur incompréhension. Comment est-ce qu'en même temps, on annonce un plan de sauvegarde pour l'emploi et d'un autre côté, on est censé chercher un repreneur? Quelle image est-ce que ça donne auprès du repreneur? Toutes les parties prenantes autour de la table ont dit exactement la même chose, depuis le gouvernement jusqu'aux élus locaux, pas de changement. Le 13 juin, mercredi dernier, il y avait le CE européen à Cologne. Une délégation syndicale s'y est présentée. J'ai décidé avec Christine Boss de pouvoir l'accompagner afin de demander à être reçu par M. Armstrong, M. Armstrong étant le président de Ford Europe. Et ce nouveau président, nous, sur Bordeaux, on ne l'avait jamais vu, puisqu'à chaque fois, au comité de suivi, monsieur s'était fait représenter, mais n'était jamais venu. Il a accepté de nous recevoir, Madame Bost et moi-même. Il n'a pas voulu recevoir les délégués syndicaux. Il a accepté de nous recevoir. Notre objectif était de demander ce décalage de PSE, puisque depuis le comité de suivi du 13 juin dernier, on n'arrête pas de parler d'un repreneur qui est secret, mais que donc tout le monde connaît, mais sur lequel on ne sait rien parce que Ford a signé un accord de confidentialité avec Punch, puisque c'est de cet équipementier dont il s'agit. Donc je n'ai pas d'infos supplémentaires à vous donner, si ce n'est que M. Armstrong nous a fait une réponse qui était très très claire. J'ai pris la décision de faire un PSE, c'est une bonne décision, je ne reviendrai pas dessus.
aucun argument justifiant pourquoi un PSE était important maintenant au lieu d'attendre la négociation avec le repreneur, ce que nous étions venus lui demander. Donc demain a lieu la première réunion d'information en ce qui concerne le PSE. Ce processus est un processus qui va durer 4 mois. On avait au moins demandé de le décaler, parce que dans les 4 mois, vous comprenez bien qu'on a les mois de juillet-août, et je ne vous fais pas un dessin sur la capacité de négociation pendant la période de juillet-août autour d'un PSE. Donc il faudrait au moins prendre en considération cette période-là. Nous avons appris en milieu de semaine dernière que le 9 juillet prochain, il va y avoir un nouveau comité de suivi le matin, un nouveau comité de suivi que l'on avait demandé puisque on veut que Ford nous dise où ils en sont de leur discussion avec le repreneur. Peut-être que le 9 juillet, nous en saurons un petit peu plus ou pas. Voilà où on en est, aujourd'hui. Je parlais du fait que Ford avait tendance à mentir. À l'heure actuelle, ils ne mentent pas, mais la fourberie est quand même très très présente. Ça change. On est en train d'évoluer. Donc voilà, je voulais faire un point rapide là-dessus sur Ford. Et dernier point, autre point d'information qui n'a strictement rien à voir avec les précédents, je voudrais vous faire un petit point d'information sur la question de la vidéoprotection. On a travaillé depuis plusieurs mois avec la gendarmerie pour se poser véritablement la question à quoi sert la vidéo sur l'espace public. Donc c'est vrai que les résultats sont très très clairs. La vidéo n'a jamais empêché que l'on commette des infractions, que l'on commette des délits. En revanche, il est évident que c'est une aide pour l'élucidation, mais forcément une fois qu'une infraction, un délit ou un crime a été commis. Donc finalement, le véritable terme qu'il faudra employer, ça ne serait pas vidéoprotection, mais effectivement vidéo-élucidation. Alors, petit rappel, parce que ce n'était pas sous ce mandat, mais sous le mandat précédent, l'équipe précédente avait mandaté un jury citoyen pour répondre à la question, sur la question de la vidéoprotection à Blanquefort. Et je rappelle que ce jury citoyen avait répondu un oui, mais. Alors oui, parce que ce jury citoyen estimait que la vidéo était utile effectivement pour l'élucidation. Le mais était que la volonté de ce jury était la suivante. Il voulait pas que les images aillent, il voulait que les images aillent directement en gendarmerie et ne viennent pas en mairie. En fait, ce qui avait été posé en avant systématiquement, c'était la question de la protection des données, la question de la protection de la vie et de la vie individuelle. Or, à ce moment-là, on s'est retrouvé bloqué parce que, en gros, pour des raisons législatives, les images ne peuvent pas arriver en gendarmerie. Elles doivent obligatoirement arriver en mairie. Donc, on n'arrivait pas à retrouver toutes les préconisations du jury citoyen. Or, je pense que depuis ce jury citoyen, qui s'était donc déroulé en 2013-14, c'était vraiment en fin du mandat précédent, il s'est quand même passé depuis un certain nombre de choses. D'abord, la France a été touchée par une série d'attentats dont on s'est vite rendu compte que le premier. Quand Charlie Hebdo, celui qui nous a tous marqués en premier, n'était malheureusement que le premier d'une série qui effectivement continue. On a tous bien conscience qu'aucune caméra n'a jamais empêché aucun attentat. En revanche, on se rend bien compte sur les enquêtes qui sont menées que ces caméras sont utiles pour les enquêtes des forces de l'ordre. Malheureusement, autre donnée à prendre en considération, on voit bien aussi que ce ne sont pas seulement les grandes villes qui sont touchées. On a eu plusieurs exemples qui nous montrent que les villes moyennes et petites sont également touchées. Ensuite, localement parlant, nous avons un effectif de gendarmerie qui est un effectif stable. Donc ça, on va dire que c'est bien. Mais, il y a un mais, cette stabilité cache en fait que la population de l'ensemble de la brigade Parempuire, Blanquefort et Le Taillan, depuis plusieurs années, forcément augmente. Et que donc, le nombre de gendarmes par rapport au nombre d'habitants, si je le calcule en ratio, est effectivement en baisse. Et donc, il est évident que la gendarmerie a un véritable besoin d'aide. J'ai d'ailleurs écrit, il y a quelques jours à peine, à monsieur le préfet sur la question des effectifs, car je trouve que maintenant, ça commence à être juste. Et donc, cette question d'aide, je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que toutes les préconisations du jury citoyen, on ne soit pas en capacité juridique de les appliquer, ce besoin d'aide, cette évolution de la société, il faut pouvoir les entendre. Du coup, j'ai pris la décision
qu'il va falloir que nous déployions la vidéo élucidation, donc je vais reprendre ce terme, pour les raisons que j'ai expliquées, sur la ville. Alors nous avons fait des rencontres avec la gendarmerie, et un travail d'étude avec l'ensemble des services de l'État. Donc ça c'est fait afin de localiser les points stratégiques qui, pour eux, seraient importants pour pouvoir travailler sur la vidéo élucidation. Et 3 points sur la ville ont été considérés par les services de l'État comme étant très intéressants pour pouvoir y installer la vidéo. Donc ça c'est fait. En ce moment, on en est où? On en est dans les rencontres très techniques, comment on fait les raccordements, la fibre, voilà. Donc vraiment des choses qui sont très très techniques. Et il faut attendre que ces rencontres techniques-là se terminent pour pouvoir avoir un budget précis et un planning précis. Mais cela, on devrait l'avoir une fois que la rentrée sera terminée. Je proposerai donc à l'ensemble des élus un point plus précis avec tous ces détails-là qui nous manquent une fois que la rentrée sera passée. Mais je tenais quand même à vous informer en amont de la démarche, qui est en route. Voilà pour ces points d'information d'avant-conseil. On va maintenant attaquer l'ordre du jour. Je vais demander à Madame Virginie Jouve de bien vouloir être secrétaire de séance et de noter les pouvoirs suivants. Le pouvoir de Monsieur Pady à Monsieur Guéné, de Madame Lallemand à Monsieur Jauvert, de Madame Lamotte à Madame César Brunet, de Monsieur Penel à moi-même, de Madame Maillet à Monsieur Brett jusqu'à ce que Madame Maillet puisse arriver, de Monsieur Fashion à Monsieur Sibrac, de Madame Castin à Madame Gauthier. Merci. Et en premier point de l'ordre du jour, et cette fois-ci je ne vais pas l'oublier, vous avez le compte-rendu du Conseil municipal du 9 avril dernier. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des propositions de modification à faire à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux le considérer comme étant adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va commencer le Conseil d'abord par des rapports d'activité qui ne vont pas appeler à vote, mais simplement à information et à débat, sur le rapport du CIVOM sur 2016-2017. Monsieur Jean-Claude Marceau. Bonsoir à tous. Oui, pour le rapport de la délégation 2016-2017 de la restauration collective, ça résonne. Tout d'abord, c'est l'année de l'extension et de la réhabilitation de la cuisine centrale, et bien entendu avec le renouvellement important du matériel de production jusqu'à la hauteur de 100 000 € hors taxes. Dans ce cadre-là, les tarifs ont été augmentés aussi en 2016-2017 de 10 centimes, les tarifs de production des repas. Je voudrais noter aussi l'augmentation du nombre de repas importants, de plus de 4%, et nous avons passé les 1 million de repas produits par la cuisine centrale. Et donc, ça implique tout d'abord une augmentation de l'augmentation des compensations des collectivités sur les tarifs, et ce montant est relativement important. Il faut le noter, pris en charge pour une bonne partie par les communes. À noter que pour Blanquefort, les tarifs n'ont pas augmenté, donc la collectivité prend en charge totalement la compensation, enfin la participation des familles n'a pas augmenté, et donc la compensation est prise entièrement par la collectivité. À savoir que le montant de la compensation pour la ville de Blanquefort est de 386 000 € quand même, c'est un bel impact financier. D'autre part, la cuisine centrale a fait un énorme travail autour des actions concernant le tri. Elle s'est investie depuis quelque temps déjà, mais nous avançons sur ce projet-là avec l'ensemble des 6 communes concernées. Et de nombreuses animations se situent sur les satellites divers, en maternelle ou en élémentaire, et un travail est fait contre la lutte contre le gaspillage également. Des investissements complètent ces initiatives. Je voudrais également préciser que pour accompagner ce travail-là, il est nécessaire une formation des agents. Donc il y a un travail important qui est fait au niveau des agents de la restauration dans le cadre de cette formation. Et afin de réduire l'empreinte carbone, les circuits courts d'approvisionnement sont aussi privilégiés, ainsi que le travail autour de la qualité des repas et bien entendu
Au niveau du bio, un effort important, puisqu'on était déjà à 22%, alors que au cahier des charges, on était déjà à 20%, mais il y avait déjà plus de %. L'objectif est d'atteindre plutôt 25 à 30% dans les années à venir. Je pense que le travail de la CNIL centrale est bien engagé dans ce domaine-là. Le travail sur les produits d'entretien, les différents produits de désinfection sont également travaillés pour améliorer encore la qualité sanitaire. Le recyclage des barquettes, c'est un élément important. On est les premiers en France à utiliser des barquettes biorecyclables, compostables. Donc je crois que c'est aussi une bonne démarche. Donc sur ce rapport, beaucoup d'initiatives nouvelles et c'est à féliciter. Merci beaucoup. Effectivement, des félicitations se doivent, mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes de précision? Bref, ce que vous avez envie de dire. Madame Guyonneau. Excusez-moi, je faisais autre chose en même temps, je passais l'ordinateur à ma collègue. Non, juste pour vous rappeler qu'il y a aussi les aînés de la commune qui bénéficient des repas du CIVOM et qu'ils étaient l'année dernière, enfin, ils n'étaient pas 13 000, mais il y a eu 13 543 repas qui ont été servis, toujours à des tarifs particulièrement sociaux, d'où la fréquentation en hausse du restaurant de Corbeil. C'est important parce que ça permet aussi de lutter contre l'isolement, de lutter aussi par rapport à des facteurs économiques, de permettre à certains d'avoir des repas corrects dans la journée. C'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs et pour lequel le CCAS fait un effort financier important, de la même manière que la municipalité aide les enfants à travers le système des clés. Nous réfléchissons aussi effectivement à quelque chose de plus équitable pour les aînés, puisque maintenant, actuellement, tout le monde est à la même enseigne, c'est-à-dire que l'aide est identique, quels que soient les revenus des personnes. Enfin, 13 543 repas, on est vraiment en augmentation de manière significative. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pas particulièrement, donc je pense qu'il y a peut-être deux points essentiels à retenir. C'est tout le travail qui est fait en matière de développement durable, sur lequel M. Marceau a insisté et qui me paraît essentiel. Et d'un autre côté, un effort de compensation financière très important, parce que je n'arrête pas de dire que le social, ce n'est pas que le CCAS. Quand on met en place une tarification municipale particulière, on est également dans cette démarche-là. Donc pas de vote sur cette délibération, sur la prochaine non plus, car il s'agit d'une information mise à disposition de personnel communal auprès de l'État. Madame César Brunet. Bonsoir à tous. Donc en fait là, dans ce cas d'espèce, c'est en fait une information sur la mise à disposition de personnel auprès de la présidence de la République. En fait, un agent se met à disposition donc de la présidence et nous devons pour cela, enfin, Madame le maire doit donc signer une convention qui définit les différents articles de cette mise à disposition. Merci. Des questions ou des remarques? Alors je sais bien que présenter comme ça fait assez bizarre. Ça fait assez bizarre, il faut juste comprendre effectivement qu'on a un agent municipal qui a été repéré par les services de l'État et qui donc va travailler à l'Élysée, que pour cet agent qui est plutôt jeune, c'est une chouette reconnaissance, donc c'est plutôt pas mal. Délibération suivante. Normalement, le rapporteur est Madame Maillet, mais elle m'avait prévenu qu'elle aurait du retard. Donc, si vous me permettez, je vais tenter de faire Madame Maillet moi-même et de présenter les délibérations à sa place. Alors, la première, en fait, elle est très courte puisqu'il s'agit tous les ans, c'est technique. On doit faire un rapport de la commission consultative des services publics locaux, c'est-à-dire la CCSPL, pour dire tout simplement qu'on s'est réunis le 6 septembre dernier. Cette commission a demandé l'avis sur le renouvellement de la concession de services publics et que cette commission a donné un avis favorable pour une durée de 9 ans, mais ça vous le savez déjà puisque derrière c'est passé en conseil municipal. Donc, il y a pareil, ça c'est pour information, pas de vote particulier là-dessus. Ce qui peut-être est un peu plus intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire la question de l'attribution de la délégation de service public pour les 9 ans à venir. Donc, je rappelle la démarche. Il y a eu un appel à candidature. 4 candidatures ont été déposées, ont été retenues. Une fois que ces candidats ont été retenus, on a demandé que ces candidats remettent une offre. Et donc, 3 candidats à ce moment-là ont remis
remis une offre. La commission d'évaluation s'est réunie pour pouvoir juger de la bonne tenue, effectivement, de ces offres et a demandé à l'autorité territoriale, c'est-à-dire moi-même, de négocier avec deux qui ont été retenus. Les négociations ont commencé. Un sur les deux a décidé de ne pas aller jusqu'au bout, essentiellement pour des raisons financières. Et la négociation s'est donc poursuivie avec le dernier candidat. Dernier candidat qui, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, hein. Il s'agit donc de la SHB. Dernier candidat qui est intéressant sur plusieurs points. D'abord, c'est un candidat que l'on connaît et on peut juger la qualité de son projet d'exploitation avec des termes qui me parlent en termes de service public, la notion d'accessibilité, l'idée d'être sur tous les publics, un large champ de discipline et le tout, bien évidemment, avec un personnel qualifié et une cavalerie adaptée. Et dans les évolutions qu'il va y avoir, le projet insiste pas mal sur la variété et la place laissée au sport collectif, parce qu'on se rend compte que dans le cheval, si, on peut parler de sport collectif dans le cheval, ça existe. C'est quelque chose qui attire de plus en plus de monde. Au point de vue financier, donc ils nous ont présenté bien évidemment des comptes prévisionnels sur l'ensemble, avec ce qu'ils comptent faire en termes d'investissement, pas des investissements trop lourds, parce que ce n'est que 9 ans, mais un petit peu d'investissement quand même, et pour cela, ils vont avoir besoin d'un emprunt où ils nous ont expliqué effectivement comment ils allaient pouvoir le rembourser. Alors vous savez que dans une délégation de service public, la tarification est votée chaque année par le conseil municipal, et donc le programme qu'ils nous ont présenté montre une stabilité des tarifs par rapport aux tarifs antérieurs. Et puis on demande un effort de service public aussi en direction des Blanquefortais. Et donc ils nous proposent une réduction des cotisations à hauteur de 50%. Pour pouvoir développer l'accessibilité des Blanquefortais à cet équipement. Et dans la redevance qu'ils nous proposent, on est à 2 000 € par an, révisable, sur quelque chose qui est relativement technique. Et quant à la qualité du service qui est rendu aux usagers, on a aussi un certain nombre de garanties. On a posé des questions et j'avoue que les négociations se sont passées d'abord dans la bonne convivialité, puis sans difficulté particulière pour pouvoir obtenir un certain nombre de réponses. Donc par rapport à tous ces éléments, je vous propose de retenir la SHB comme délégataire pour la gestion du centre équestre pour les 9 ans à venir et d'approuver les tarifs 2018-2019 qui sont inchangés par rapport à l'année précédente. Voilà pour la présentation de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes de précision? Madame Lacostera. Alors bonsoir à tous d'abord, pardon. C'est pas une demande de questions ou de renseignements supplémentaires. Je voulais juste me réjouir. Bon, on n'a pas encore voté, mais je me réjouis de la candidature et je voulais signer. C'est un secret pour personne que, sans faire de jeu de mots, la SHB c'est un peu mon dada. Et je me réjouis de cette attribution parce que c'est rendre hommage au travail de ces bénévoles que j'ai souligné souvent, qui ont fait un travail acharné pour essayer de présenter la meilleure des candidatures, et bien sûr le travail des enseignants, des palefreniers, de toute l'équipe, et qui permet de rendre accessible à beaucoup. L'esprit associatif permet de rendre accessible à beaucoup de monde ce sport qui est quand même réputé pour être particulièrement individualiste et élitiste. C'est vrai en partie, mais grâce au travail d'associations, et là on parle de la SHB, ça permet d'offrir à pas mal d'enfants la possibilité de découvrir ce sport extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et il fallait le dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet ? Je peux mettre la délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, un petit peu de technique. Les créances éteintes, Madame César-Brunet. Alors là, nous avons donc à suivre 2 délibérations que nous passons assez régulièrement. Le trésorier nous a donc donné la somme mise à jour des créances éteintes, qui correspondent donc à des sommes qui sont issues de procédures liées à des dossiers Banque de France.
Donc nous proposons donc là aujourd'hui de passer en conseil municipal la somme de 4 338,55 €. Merci. Des demandes d'intervention? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Et toujours technique, les admissions en non-valeur. Donc une différence se faisant donc entre les créances éteintes et les admissions en non-valeur qui sont donc là d'un montant de 2 753,74 €. Merci. Des demandes d'intervention? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Et le régime d'amortissement, on va le modifier, Madame César-Brunet. Donc à compter de l'exercice 2018, les durées d'amortissement des biens communaux sont modifiées. C'est la réglementation qui a changé les choses et vous avez donc proposé dans le corps du texte le tableau afférent à ces modifications. Bon voilà, c'est effectivement une application très très technique, qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Pas de questions ou de remarques. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, on va demander de l'argent au conseil départemental, Madame César-Brunet. Alors nous demandons chaque année de l'argent au conseil départemental, toujours dans le cadre de ce fonds que l'on appelle donc le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. C'est un fonds qui est proposé à toutes les communes de Gironde sur un système de péréquation et nous continuons notre campagne de désamiantage, excusez-moi, des écoles. Et nous demandons, le coût étant donc estimé à 110 830,30 €, et nous demandons donc une aide financière au conseil départemental pour nous accompagner dans ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je voudrais juste faire une remarque, la même que je fais tous les ans. Le département de la Gironde est encore un des très 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 rares départements à financer ces fonds au fonds départemental d'équipement aux communes sous cette forme. C'est même le seul. Donc on peut effectivement saluer cela. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, donc je vais reprendre le rôle de Madame Maillet. La SHB, qui est en délégation de service public à l'heure actuelle, avait forcément cette différenciation de tarifs avec les Blanquefortais que nous compensons dans le cadre de la DSP. 77 Blanquefortais ont bénéficié d'une réduction de cotisation, ce qui fait 1 052 € à verser à la SHB. Pas de questions particulières? Oui, c'est technique. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, une subvention au CEBA, Madame Lacossade. Oui, bonjour. Bonsoir. Donc, il s'agit de la même délibération que l'année dernière. Donc, l'attribution d'une subvention de 1 000 € pour le Club des entrepreneurs Bordeaux-Atlantique. Donc, c'est un partenaire qui fait partie du grand réseau de partenaires autour de l'insertion de l'emploi et de la vie économique de Blanquefort. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Pas spécialement. Je peux mettre aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante que normalement Monique Médeville présentait, que je vais donc présenter à sa place. Association pour Techno-Ouest Logement Jeune, donc l'association, je vous ai dit, où elle était représentante pour la ville. Et tous les ans, effectivement, il y a la subvention. Donc là, c'est la subvention 2018 qui se décortique en deux parties, puisqu'il y a la question de la cotisation. La cotisation, c'est 50 centimes d'euros par habitant, ce qui porte à 8 080 €. Et en plus de cette cotisation, la ville de Blanquefort fait partie des villes qui, pour soutenir la résidence Suzanne Lacor, qui est sur son territoire et qui fait pas mal d'actions spécifiques, a décidé de rajouter une subvention spécifique de 5 000 €, ce qui fait un total de 13 080 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité? Je vous remercie.
Délibération suivante, alors en fait c'est l'application de la motion que nous avions votée la dernière fois. Je vous rappelle qu'à la fin de la motion sur Ford, nous avions proposé que la somme que nous n'allions pas verser à forme le fameux 3e tiers de l'accord cadre, nous allions la verser au comité de soutien et de sauvegarde des emplois industriels du site de FAI de Blanquefort. Alors on l'avait écrit dans la motion, mais ce n'est pas la motion qui vaut décision, il faut une délibération pour ce faire, d'où cette délibération à hauteur de ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire de 3 333 €, soit un tiers de 10 000 €. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la convention avec Bordeaux Techno West. Madame Sandrine Cossade. Oui, donc comme tous les ans, c'est le renouvellement de la convention à Bordeaux Techno West avec la subvention, donc qui est également un partenaire de la ville au niveau de la vie économique de Blanquefort. Merci beaucoup. Des demandes d'intervention? Bon, c'est du grand classique. Un petit rappel, on était sur la zone industrielle il y a quelques jours pour notamment l'inauguration de la première borne électrique sur la zone industrielle et une rencontre avec des startups que l'on a sur la ville. Donc une qui est une des plus anciennes, qui a plus connu Sona Design et qui a énormément fait évoluer ses lampadaires photovoltaïques, et une autre que personnellement je ne connaissais pas, qui est en train de proposer de la fabrication de châssis de voitures avec du composite, ce qui entraîne une baisse du poids absolument énorme de la voiture et donc une baisse de consommation d'énergie. Voilà, donc on continue à aller vers le futur là-dedans. C'est une des raisons aussi pour lesquelles cette convention me paraît très 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 importante. Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est une convention entre l'État, la région, la ville de Blanquefort, de Saint-Médard et le Carré Colonne, et pas du tout parce que j'ai sauté une délibération. Et voilà. Et voilà. C'est qui a été sauté. Monsieur Pierre Laborde, je vous présente mes plus plates excuses. Oh. Je sais pas si elles peuvent être plates, mais bon. Ou bosselées, enfin bref, comme tu veux, parce qu'on a quand même la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec Bordeaux Métropole. Exactement. Bien, bonsoir tout le monde. Il s'agit par cette délibération d'autoriser Madame le maire à signer une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec Bordeaux Métropole. La première raison réside dans le fait que lors de l'attribution des marchés concernant le transfert de l'école du Bourg sur le site de Maurian, l'entreprise qui a remporté le marché de fourniture de bungalows pour la restauration n'a pas tenu ses engagements initiaux en termes de début de chantier. Or, pour la bonne marche des chantiers intéressant l'ensemble du centre-ville, donc l'école, mais aussi les autres travaux, il est nécessaire que la coordination entre les différentes séquences soit parfaite. Pour résumer, à ce jour, le début du chantier est prévu à une date à laquelle il aurait dû être terminé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons disqualifier l'entreprise. Le coût prévisionnel des travaux est de 490 000 €. La seconde raison est le marché pour la pose d'un gazon synthétique à l'école élémentaire de Quéchac. Le coût prévisionnel est 60 792 €. Bordeaux Métropole assurera le préfinancement des opérations, mettra en recouvrement cette somme auprès de la commune qui sera donc redevable envers Bordeaux Métropole et le montant sera versé dès la remise des ouvrages. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Je m'excuse à nouveau. Donc, je disais donc, Monsieur Brett, cette fois-ci c'est vrai. Donc, on va signer une convention avec l'État, la région, donc la ville de Blanquefort, la ville de Saint-Médard et le Carré Colonne. Mais voilà, Madame le maire, vous avez tout dit. Donc, c'est une convention, c'est la première fois qu'on signe une convention avec l'État et le conseil régional. Le but, c'est de formaliser le travail qui est fait depuis des années par le Carré Colonne. C'est aussi une convention qui va permettre à l'établissement de pouvoir être labellisé scène conventionnée d'intérêt national. La convention a une durée de 4 ans. Elle stipule dans les différents articles, en préambule, vous avez les attendus des différents partenaires, que ce soit le conseil régional, les villes de Saint-Médard et les villes de Blanquefort. En article 2, vous avez tout ce qui est prévu sur la mise en œuvre
concrète des programmes d'action artistique et culturelle proposés par l'établissement EPCC Carré-Colonne. En article 4, les modalités de financement, les engagements de l'État, de la région et des deux villes. Pour mémoire, le Conseil régional a déjà validé cette convention lors d'une dernière commission permanente. La ville de Saint-Médard le fera mercredi soir lors de son conseil municipal. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Alors juste peut-être une toute petite précision pour que tout le monde comprenne bien, c'est effectivement la première scène conventionnée d'intérêt national, parce que en gros la législation a changé, et pour tous ceux et toutes celles qui siègent au Carré-Colonne, rappelez que le Carré-Colonne se lance dans une démarche de labellisation de scène nationale qui n'est pas la même chose. Voilà. Donc là, on est effectivement, en gros, pour faire simple, ici, c'est du niveau régional. On était déjà conventionné, en fait, on était déjà une scène conventionnée, mais on n'avait pas signé de convention quadripartite. C'était un peu bizarre, mais c'était comme ça. Et on va tenter d'avoir la reconnaissance au niveau national. Alors, c'est une longue procédure. Pour l'instant, on en est au point que je vais, avec le maire de Saint-Médard, rencontrer le DRAC dans quelques semaines et ensuite écrire au ministère pour déposer officiellement notre candidature, et je vous tiendrai bien évidemment informé de ce processus. C'est pas gagné, c'est pas parce qu'on demande que la labellisation sera acquise, mais au moins ça vaut le coup d'essayer. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je mets cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Monsieur Patrick Blanc. La vente du terrain où il y a, à Bordeaux Métropole, où il y a la déchetterie de Bordeaux Métropole. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Je vais vous demander de me pardonner si je suis un peu ému ce soir, parce que toutes les délibérations que j'ai eu l'honneur de présenter depuis 2014, on les a faites avec Monique. On a travaillé avec Monique. Et ces 3 dernières, 8 jours avant son décès, on en parlait au téléphone tous les deux. Bon, cette délibération, c'est le foncier qui supporte la déchetterie, avenue du 11 novembre. Le foncier appartenant à la ville de Blanquefort, Bordeaux Métropole, nous a proposé de le racheter au prix de 40 € le mètre carré pour 8 807 mètres carrés, ce qui fait un prix de 353 000 €. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux mettre la délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. La suivante, Monsieur Patrick Blanc, c'est le déclassement de l'immeuble 7 rue de la Réneille. Oui, au 7 rue de la Réneille, il existe un logement de fonction qui servait aux instituteurs des écoles de Blanquefort. La ville est propriétaire donc de ce logement qui est situé sur les parcelles BY 403 et 406 sur le domaine public communal. Ce logement devait être mis à disposition des instituteurs. Or, depuis la création du corps des professeurs des écoles, ceux-ci ont perdu le bénéfice des logements de fonction. Ce logement étant distinct des locaux de l'école, une division parcellaire a été effectuée, ce qui nous a donné les parcelles BY 403 et 406. Et dans la délibération, il vous est proposé de passer ces parcelles dans le domaine privé de la commune au lieu du domaine public de la commune. Voilà, merci. Voilà, bien sûr, et dans l'objectif, hein, on les passe dans le domaine privé. Le professeur des écoles, puisque maintenant on dit ça, ou la professeure des écoles, c'est une dame en fait, qui vit... songe à acquérir ce bien. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Sibrac. Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Sur ce sujet de cette maison, en profitons pour rebondir sur la question des 4 maisons qui concernent par contre l'école Saturne, et dont nous avions parlé il y a quelque temps. Est-ce que vous avez d'autres précisions sur ce que vous envisagez sur la destination de ces maisons? Je vous remercie. Merci. La parole est à Patrick Blanc. Alors, sur ces 4 maisons, dans la vente de la CEMI,
Lors de la vente à la CEMI avait déjà un projet de construction sur cette parcelle qui appartient à la commune. Ces logements de fonction devaient être rasés on avait travaillé avec un promoteur pour construire des logements conventionnés sur cette parcelle. Vilogia ayant repris la CEMI, continue à y travailler et je dois les rencontrer, je me rappelle, la semaine prochaine, jeudi matin prochain. Ils vont nous présenter un projet de construction de logements sur ces parcelles. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a quelques mois, elle n'existait pas encore, maintenant elle existe. On joue de la bonne musique. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? Je vous remercie. Monsieur Patrick Blanc, la cession annexétie d'une parcelle pour le projet d'aménagement du Queyron. Oui, il s'agit d'une petite parcelle sur le site du Queyron, comme vous avez sur le plan là, qui est joint à la délibération, que Nexity nous a proposé d'acheter en partie. C'est-à-dire que les constructions du Queyron vont arriver, le foncier du Queyron va arriver en mitoyenneté avec certaines propriétés déjà construites dans le secteur. Donc cette petite parcelle, c'est une partie de la parcelle AK 240. Cette partie de parcelle que Nexity nous propose d'acquérir à 30 € du mètre carré fait 203 mètres carrés. Donc ça fera un prix de 6 090 €. Et vous aurez donc demandé d'autoriser la vente de cette parcelle. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Vergniaud ? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, cette parcelle elle a été estimée à 285 mètres carrés au départ par les domaines et on la voit maintenant apparaître à 203 mètres carrés. Oui, parce qu'il y a eu une modification de l'emprise. Nexity ne prend pas la totalité de la partie qui avait été estimée. Les 285 mètres faisaient presque la totalité, mais on garde une petite bande qui servira certainement de passage piéton ou de servitude pour aller dans les logements, et peut-être à une cession aux propriétaires riverains. On ne sait pas encore. Voilà. Ça fait une bonne tampon. Vergniaud ? Oui, à propos du Queyron, nous pensions que toutes les suggestions ont été réglées. Nous avons appris que 2 familles devaient être relogées quelque part. Or, elles sont relogées actuellement sur un terrain qui est relativement important, rue Nicolas Boileau, sur une superficie d'environ 3-4 000 mètres carrés, qui vient d'être engravée, assainie, branchée, etc. Ne pensez-vous pas que le risque de créer une nouvelle concentration de gens du voyage dans cette zone puisse arriver, d'autant qu'il y a eu aussi une pétition qui a circulé. D'autre part, quelles sont les garanties que vous aurez lorsque le Queyron sera construit, que tous ces gens-là partiront et que cette parcelle soit bien libérée? Il n'y aura absolument aucune concentration sur ce lieu, et je pense que vous le savez parfaitement parce que M. Blanc va vous l'expliquer, et surtout, l'a déjà expliqué à plusieurs reprises aux riverains. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer les riverains de cette parcelle rue Nicolas Boileau. Alors, c'est vrai, 2 familles de gens moi j'appelle ça de Blanquefortais, parce que ces gens-là sont nés à Blanquefort et là où ils habitent actuellement. Leur grand-père habitait déjà sur ces parcelles, leur père habitait sur ces parcelles. C'est une histoire qui est vieille de 2 générations. On les a laissés s'installer là. Je dis on, je ne sais pas qui, puis ça m'est totalement égal. Ce sont 2 enfants qui ont été scolarisés à Cachac, qui ont fait leurs études à Cachac, qui ont été jusqu'au collège, et qui vivent avec leurs femmes et leurs enfants tout à fait dignement sur le Queyron, avec toutes les commodités, dans des bungalows
qui pourrait être montré en exemple au niveau propreté et salubrité à certains Blanquefortais. Bon, cela étant dit, ils étaient logés sur le Queyron et ils n'ont aucun moyen de se loger ailleurs. Or, nous avions cette parcelle là-bas rue Nicolas Boileau qui fait à peu près 5000 m². Nous avons discuté avec eux, on va délimiter la superficie dont ils ont exactement besoin. Les branchements eau, électricité sont à leur charge. La réalisation de l'assainissement est à leur charge, sous les conseils du SPANC. Ce seront des habitants comme tous les habitants de la rue Nicolas Boileau, avec les mêmes charges, les mêmes devoirs, mais pas plus ni moins. Et ils vont signer une convention avec moi, stipulant plusieurs points, dont un qui dit que s'ils ne respectent pas la vie normale dans le secteur, ils perdront la possibilité de se reloger au Queyron. Ces deux familles ont un but, ce sont deux jeunes gens d'une trentaine d'années avec leur épouse. Un a un enfant, l'autre en a 3. Les 3 enfants de ce couple-là sont en âge d'être scolarisés, ils seront scolarisés à Cachac, l'autre est tout petit. Ils ont une entreprise et ils souhaitent vivre comme tout un chacun, normalement comme tout un chacun. Quant à ce qui est de l'envahissement, comme j'ai entendu dire par certaines personnes, il n'y aura pas d'envahissement puisque c'est attribué à ces deux familles et que dans 2 ans, sitôt que leur maison sera construite, je fais le forcing auprès de Nexity pour que les logements conventionnés, les maisons qui seront en location, soient dans les premières construites pour que ces gens-là puissent en bénéficier. Il leur tarde bien sûr d'aller là-bas pour pouvoir vivre normalement et surtout de pouvoir réintégrer le Queyron pour vivre au milieu de tout le monde, comme ils nous disent. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Madame Duro? Bonsoir, mes chers collègues. Je suis un petit peu choquée par le mot « tous ces gens-là ». Voilà, je trouve ça extrêmement discriminant. Ces gens-là, c'est quoi ces gens-là? Ce sont des personnes, et donc je rejoins Monsieur Blanc, ce sont des personnes qui sont blanquefortaises, qui sont insérées, et donc il est tout à fait normal que dans le cadre de ce reclassement, la mairie temporairement les reloge. Voilà, je n'admets pas qu'on dise ces gens-là, ce sont des blanquefortais comme les autres. Et donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Blanc. Voilà. Et donc, Monsieur Blanc l'a dit, c'est temporaire. Voilà. Et ça aurait pu être fait pour eux, mais ça aurait pu être fait pour d'autres personnes. Donc voilà. Donc, je trouve tout à fait noble de soutenir ça. Et je pense que la mairie fera le nécessaire, justement, pour que tout se passe le mieux possible, et c'est pas la peine non plus d'aller inquiéter les gens en leur faisant croire que 15-20 caravanes vont arriver. C'est faire peur, mais inutilement. Voilà, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà, les choses auront été claires, ni plus ni moins. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. D'autres demandes d'intervention? Alors, Monsieur Sibrac, Monsieur Jusson. Monsieur Sibrac. Merci, Madame le maire. Juste une question à Madame Duro et également à vous-même. Avons-nous, dans l'opposition, le droit de poser des questions? Et est-il possible de ne pas avoir à chaque fois, et y compris, je m'adresse à Madame Duro sur le sujet, de ne pas avoir de procès d'intention? Il est de coutume, il est même positif, que dans une assemblée comme celle-là, l'opposition, ou même des gens de la majorité, posent des questions sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément les réponses. Et Madame Duro, je vous demande de ne pas faire de procès d'intention et de ne pas donner de leçons parce que ça commence à être, je dirais, amusant, pour ne pas dire fatigant. Voilà. Monsieur Jusson.
Non, je voulais juste rajouter qu'en plus, il y a un partenariat tripartite entre la DAF 33, Claircienne, le bailleur social qui gérera les logements après, et la mairie. Donc voilà. Alors, j'ai Madame Duro, Monsieur Sibrac, Monsieur Laborde. Alors, Madame Duro. Monsieur Sibrac, je fais rarement des procès d'intention. Et je ne suis pas ici pour m'amuser. Et effectivement, tout le monde a le droit de poser des questions, vous en posez, j'en pose. Où j'ai rebondi, c'est sur tous ces gens-là. Voilà. Et ça, tous ces gens-là, ce n'est pas une question. Voilà, vous avez posé une question, il y a eu une réponse, moi j'ai répondu sur tous ces gens-là. Voilà. Et il y a eu des explications qui ont été données. Voilà. Et le côté risible, ben écoutez, bon. Si vous pensez que je fais rire, je pense que vous faites plus souvent rire moi que le contraire. Voilà, j'arrêterai là. Monsieur Sibrac, vous avez demandé la parole. Non, je voulais dire que j'en veux pour preuve dans ce que je dis, c'est que en plus nous voterons cette motion, donc nous posons des questions ou nous abstiendrons, pardon. Donc ce n'est pas de l'opposition, c'est une question. On fait avancer le débat et Madame Duro, je le redis, veut envenimer le débat là où il n'y a pas lieu de l'envenimer. Monsieur Laborde. Oui, bon, Patrick Blanc a rassemblé les personnes concernées dans un premier temps et leur a expliqué ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Ensuite, j'étais avec lui et les gens qui avaient signé la pétition, pas tous bien sûr, mais ils étaient en majorité là. J'ai entendu ce qu'il a raconté, ce qu'il a dit ce soir. Ce soir, M. Vergniaud pose la question au conseil municipal. Je pense que à ces questions-là, on a répondu déjà 3 fois. Je souhaite que ce soit la dernière fois avant autre chose. Mais sinon, vous pouvez toujours poser les mêmes questions, mais vous aurez toujours les mêmes réponses si on répond. Vous pourrez toujours la reposer, mais à ce moment-là, vous aurez les mêmes réponses. Ou alors on vous dira, reportez-vous au PV du Conseil du 25 juin. Bien, je pense que... Je rappelle juste, pardon, moi je suis juste garant de la répartition de la parole, et vous savez comment je répartis la parole. Donc, je pose la question, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Sibrac, vous avez la parole. Non, oui, Monsieur Laborde, si je vous entends, il ne faut pas poser de questions, ou alors si... Mais vous énervez pas comme ça, monsieur Laborde. Je crois qu'on peut rester calme. Enfin, jusqu'à maintenant, ce conseil se passait bien parce que nous n'avons pas fait d'intervention. Dès l'instant où nous commençons à poser des questions ou à avoir le malheur de donner un avis qui peut, de surcroît, être inverse au vôtre, ça peut arriver en démocratie, ça vous met dans un état que vous nous montrez ce soir. C'est assez regrettable. Et là, pour le coup, je dirais amusant. Amusant. Bien, la lumière étant allumée, je propose, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, Monsieur Vergniaud, vous avez une demande d'intervention? Oui, parce que bon, pour un mot qui a été prononcé peut-être par inadvertance, on fait un large débat qui ne correspond pas du tout à la pensée que j'avais. Ça concerne les gens du voyage, certaines nuisances qu'ils ont créées au Caïron, donc ça ne va pas plus loin dans la pensée. Je trouve que c'est un peu énorme qu'une intervention de ce genre sur un simple mot qui n'a aucun caractère discriminatoire. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Dans ce cas-là, je vais conclure. Moi, je suis ravi que vous le disiez nommément, Monsieur Vergniaud, qu'il n'y ait pas de caractère discriminatoire, parce que je comprends bien que à chaque fois qu'il y a la mise en place de quelque chose pour des personnes que l'on estime étant différentes, gens du voyage, on a souvent des retours qui sont des retours qui peuvent paraître discriminatoires et dont certains le sont. Donc vous dites que c'est absolument pas votre cas et je vous crois. Et je vous crois sans aucune difficulté, mais je pense que c'était intéressant de le clarifier. Moi, je voudrais juste revenir sur la délibération. Le Queyron, ce que va devenir le Queyron, et dire la fierté que nous pouvons avoir qu'il va y avoir réellement une réalisation sur le Queyron. Ça fait 30, 40, je ne sais pas, beaucoup d'années que l'on dit le Queyron, il va se passer quelque chose, On le dit beaucoup, et puis effectivement, les actes, c'était particulièrement compliqué. Je voudrais juste rappeler pour tout le monde
ce qu'est le Queyron. Le Queyron est aujourd'hui une zone où il y avait tout un tas de parcelles publiques, privées, habitées, non habitées, et à l'intérieur, parfois, une zone de non-droit, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, une zone de non-droit, à des périodes où le non-droit était parfois plus important qu'à d'autres, parce que c'était quand même assez fluctuant. L'idée est qu'effectivement, ce quartier devienne un quartier. Un quartier avec des habitations, avec de la voirie, avec des espaces publics, avec des droits, avec des devoirs, bref, comme dans n'importe quel quartier. Et ce que je trouve intéressant dans ce que nous avons fait, et peut-être ce sur quoi nous n'avons pas assez insisté, Monsieur Vergniaud, c'est que les personnes qui habitent, comme les deux frères sur lesquels vous posiez la question tout à l'heure, les personnes qui habitent font partie de ce qu'on appelle une mousse, une maîtrise. Je vais avoir un trou. D'œuvre d'utilité sociale, merci. Une mousse, une maîtrise d'œuvre d'utilité sociale, où ça fait quelques années que nous sommes effectivement en négociation avec des personnes qui sont là parce qu'elles ont le droit d'y être. Et donc, elles ont le droit d'y rester. Et donc, ces personnes qui vont effectivement partir dans du logement conventionné, classique, dans du logement conventionné, à l'endroit où effectivement souvent elles habitent depuis deux ou trois générations, et ce sont des personnes qui sont prêtes à rentrer dans le logement classique. Mine de rien, quand on regarde en Gironde et quand on regarde la question de la sédentarisation des gens du voyage, il y a beaucoup de gens qui viennent voir sur Blanquefort comment est-ce que l'on a travaillé sur les mousses, sur la question de Petit-Lacanau, sur la question de la rue des Gravières, où il s'est passé exactement la même chose, avec un placement temporaire, le temps de la construction de maisons en logement conventionné, et ce qui va effectivement se faire au Queyron. Soyons très très clairs, parce que j'entends des rumeurs. Tout me remonte d'une manière ou d'une autre. Blanquefort est un village, on sait tout sur tout. La rumeur selon laquelle c'est un futur Petit-Lacanau est fausse. Le Queyron est un lotissement. Est un lotissement où le premier effet qui a été mis en œuvre d'ailleurs a été la commercialisation de l'eau à bâtir pour vous, moi, votre voisin, votre belle-mère, votre cousine, absolument qui vous voulez. Donc attention à ce qu'on dit, et c'est là où il faut être très attentif dans les rumeurs qui peuvent circuler sur l'aspect discriminant, car tous les élus autour de cette table ne veulent pas justement de cet aspect discriminant. Donc il faut être très attentif sur les termes que nous employons. Puisque tout le monde s'est bien exprimé à ce sujet, je propose donc de mettre cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Le marché qui était sur l'îlot de la Poste va revenir sous la halle, Monsieur Francis Jauvert. Bonsoir, chers collègues. Je pense que c'est un sujet qui sera moins clivant. Ce retour du marché, comme vous savez, donc ce marché avait été transféré sur le parking de la Poste le temps des travaux du centre-ville. Ceux-ci sont pratiquement terminés aujourd'hui, ce qui justifie que l'on pense à son retour. Je dois quand même signaler, remarquer, comme chacun peut-être, que l'opération de transfert qui avait été à l'origine imaginée, finalement, s'est bien passée. Je crois qu'on a eu des retours de satisfaction qui étaient donc intéressants, ce qui donne à penser que la démarche était bonne et que le travail que nous avons engagé là avec, de concertation avec des représentants des commerçants du marché et leur organisation syndicale allait dans la même direction. En fait, ce que nous avons prévu ensemble, c'est d'avoir des objectifs beaucoup plus clairs pour donner à ce nouveau marché, sur ce nouvel emplacement, sur cet ancien emplacement plutôt, beaucoup plus d'attrait, beaucoup plus de visibilité. Et pour cela, nous travaillons sur un règlement intérieur qui fixe mieux les obligations des uns et des autres, à savoir d'abord de la ville, mais surtout aussi des commerçants. Et enfin, que nous ayons, au final, une opération réussie. C'est pour cela qu'il vous est proposé le retour à partir du 15 septembre prochain. Merci. Donc, retour sous la halle. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Monsieur Sibrac.
Bien, en imitant l'effort, croyez-moi bien, sans aucune polémique sur le sujet, bon, le marché revient sous les halles, et c'est bien normal, c'était prévu. Il semble que les commerçants du marché, encore une fois je parle sous réserve, je n'ai pas la certitude, mais j'ai entendu dire, Blanquefort est un village, que certains commerçants se trouvaient mieux sur le marché provisoire que sous les halles. Espérons que, et je fais un vœu pieux, et j'espère très très clairement que le marché retrouvera sous sa dynamique, sous les halles. Voilà, il n'y a aucune polémique quelconque. Croyez bien que c'est tout à fait sincère. Merci beaucoup, monsieur Jauvert. En tout cas, ce que je peux vous dire, bon, c'est vrai, il y a effectivement des commerçants... Pardon, parole à monsieur Jauvert. Ah, vous savez, je suis très tatillonne là-dessus. Non, si je suis tatillonne de cette manière-là, c'est que nous sommes nombreux autour et que, en fait, on se parle les uns aux autres. On ne se parle pas en duel, on se parle les uns aux autres. Francis Jauvert. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a les commerçants, certains commerçants du marché sont très satisfaits ou ont été très satisfaits du chiffre d'affaires qu'ils ont obtenu sur l'emplacement. Mais je pense que c'est comme en tout, il faut qu'il y ait des intérêts partagés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement penser aux commerçants du marché. Il faut aussi voir que les commerçants du centre-ville se plaignent aussi qu'il y a eu une désaffectation de tout ce centre et que le retour du marché serait aussi profitable pour eux. Donc ils le souhaitent et je pense que chacun y trouvera son compte. Merci. D'autres demandes d'intervention ? Juste pour rappel, au moment du déplacement de la halle vers la poste, ces mêmes commerçants avaient expliqué à M. Jauvert et à moi-même que leur chiffre d'affaires allait totalement s'écrouler. Donc, ça s'est très bien passé d'un côté. Je fais le même vœu pieux que ça se passe très bien de l'autre. J'ai plutôt confiance. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? Je vous remercie. Délibération suivante. Le Pays Médoc va devenir PNR. Monsieur Jean-Marie Deluche. Oui, on est dans la dernière ligne droite d'un chantier qui a commencé en 2010. Le syndicat du Pays Médoc qui a fédéré, accompagné et fait plein de choses avec toutes les communes du territoire du Pays Médoc, a souhaité, sous l'impulsion de la région, devenir un parc naturel régional et nous sommes dans la dernière ligne droite. L'enquête publique a eu lieu. Maintenant, nous sommes dans la phase d'approbation de tous les financeurs et de toutes les communes qui ont été retenues dans ce périmètre. Ce périmètre a été retenu en 2010. Il concerne 53 communes et les 3 communes de la métropole qui faisaient partie du syndicat du Pays Médoc et avaient vocation à devenir des villes-portes. Et en tant que ville-porte et financeur, nous sommes dans l'obligation d'approuver cette charte ou pas. La phase tout ce travail a été mené en concertation avec les élus, les forces vives du Médoc, les associations, les citoyens, et a débouché sur une charte que vous avez en annexe de la délibération, avec, je ne vais pas en dire le contenu, il y a 3 vocations, 10 orientations et seulement 28 mesures. Elle a pour but de préserver, de développer le patrimoine naturel, culturel et économique du Médoc. Et le but du jeu, c'est de ne pas faire un Médoc sous cloche, c'est de faire un Médoc ouvert avec une relation équilibrée avec la métropole. En annexe, vous avez aussi un certain nombre de documents, mais je vous invite à aller sur le site du Pays Médoc où tous les documents sont à votre disposition. Il y a les zonages environnementaux qui ont été définis au sein du Pays Médoc. C'est une sorte d'agenda 21 pour le Médoc. Donc il y a un tableau entre les mesures et les objectifs des agendas 21, il y a un tableau croisé qui vous permet de voir qu'on va dans le bon sens par rapport au développement durable. Des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la charte, c'est-à-dire que pour chaque mesure, il y a des indicateurs qui ont été définis pour voir où on en est de cette définition. La liste des engagements des différents signataires, parce qu'il y a pas mal de partenariats avec l'État, la région, le département, des forces vives sur le territoire. Une liste de conventions, la carte du parc, qui est assez difficile à avouer parce qu'il y a tellement de choses et tellement de richesses dans le Médoc, c'est difficile de faire tout apparaître.
le projet de statut, où vous pouvez découvrir que les villes-portes seront associées non seulement au financement, à la gouvernance de ce parc. L'emblème du parc, alors ne soyez pas déçus, c'est très contraint. C'est très contraint. On n'a pas la possibilité de faire beaucoup d'innovation. La forme du logo est définie, le fond vert et ainsi de suite. Donc c'est très difficile de faire quelque chose d'original. Et vous avez comme annexe le plan de financement pour les 3 premières années, parce que cette charte elle va être adoptée pour 15 ans. Donc je voudrais faire un petit zoom sur le financement. C'est les CDC qui vont financer principalement, pas principalement, mais en grosse partie le parc. Ça a été estimé à 2,80 € par habitant. Les communes qui sont membres de toutes les 4 CDC, c'est 1 € simplement, c'est symbolique. Les villes-portes, on reste sur notre participation qu'on avait pour le syndicat du Pays Médoc, à 0,50 par habitant, plafonné à 15 000 habitants, c'est-à-dire que pour la commune de Blanquefort, ça reste à 7 500 €. La Bordeaux Métropole, qui va être considérée comme métropole ville-porte, va délibérer donc dans 2 semaines et va accorder un financement de 40... La proposition est un financement de 40 000 €. Les 3 villes-portes, j'ai oublié de le dire, c'est Ésine, Parampure et Blanquefort, qui faisaient partie du périmètre. La région s'engage sur un financement annuel de 350 000 € par an et le conseil départemental de 180 000 €. Le PNR peut prétendre aussi au financement européen. D'ailleurs, actuellement, il y a un programme LEADER en cours. Donc, qu'est-ce que ça peut... À quel titre on peut intervenir au niveau du contrat de partenariat qui sera signé entre le parc et la ville-porte, sur les gestions des milieux aquatiques, par exemple, l'éducation à l'environnement, en particulier sur les marais. Je vous rappelle que Blanquefort fait aussi partie du parc intercommunal des Jalles et peut faire éventuellement partie peut être ville-porte du parc naturel. Donc on sera là une sorte de rotule entre l'agglo et le parc. Donc il y aura aussi des coopérations possibles sur le plan touristique, en particulier autour de l'onotourisme. D'ailleurs, dans le plan des vins de Bordeaux en Médoc, il y a des entreprises de Blanquefort qui sont référencées dans ce parcours. Et ça permettra aussi au lycée de Blanquefort, en particulier le lycée agricole et le lycée du bâtiment, d'éventuellement avoir des actions communes avec le parc, d'avoir bien sûr des actions en particulier autour des mobilités douces, la santé, la culture, et bien sûr, comme il y aura une labellisation des produits issus du parc, certains producteurs de Blanquefort pourront éventuellement être labellisés produits du parc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je conclurai simplement en disant un de mes vieux dictons, un pied dans la métropole, un pied dans le Médoc, et Blanquefort est parfaitement bien équilibré. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Monsieur Deluche, à nouveau, mais on va changer de sujet. On va de nouveau distribuer des composteurs. Oui, alors c'est une délib un peu qui revient souvent. Je crois que c'est la 5e, si je ne me trompe pas. On va redistribuer gratuitement des composteurs. Ça se passera le 30 septembre pour la journée qui va être une journée organisée à la vacherie autour de la transition écologique. Et je sais que, comme tous les ans, on va distribuer une soixantaine, entre 60 et 100 composteurs en bois ou en plastique à des Blanquefortais qui en font un bon usage dans leur jardin. Oui, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. On revient dans des choses un petit peu plus techniques. Madame César Brunet, le règlement général pour la protection des données. Alors, je dirais même extrêmement technique.
Donc en fait, il y a un nouveau RGPD, ça serait un petit peu plus simple dit comme ça, qui a donc été adopté par le Parlement européen, et donc il nous est nécessaire de le mettre en œuvre. Ces nouveaux textes, un principe fort, c'est donc la protection des données individuelles, c'est-à-dire le droit qu'ont les personnes d'avoir la main sur ce qui peut être possédé en termes de données physiques, informatiques, bancaires, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il nous faut aussi, dans ce RGPD, désigner ce qu'on appelle maintenant un délégué à la protection des données, un DPO. En ce sens, comme nous, avec grand plaisir, je peux le dire comme cela, la mutualisation ayant été faite sur les services informatiques, nous proposons donc d'intégrer là aussi le service mutualisé pour que ce soit un des techniciens qui puisse prendre en charge cela. Pour autant, nous devons donc passer cet avenant au contrat d'engagement pour mettre en place donc le RGPD. Merci. Des demandes d'intervention particulières? Non, je peux peut-être la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, Madame César-Brunet. Alors, lié à des modifications au sein du conseil municipal, je vous propose peut-être de présenter les 23 et 24 en même temps. Donc, dans le cadre de la modification de la composition, enfin en tout cas des différents groupes du conseil municipal, nous proposons donc de désigner de nouveaux représentants, et donc nous reprenons les deux listes que vous voyez donc ici, les 6 représentants titulaires donc au sein de l'EPCC et les 6 représentants suppléants. Donc les nouveaux sont donc... Excusez-moi. Donc Madame... oui, voilà. J'ai besoin de le préciser. Oui. Donc je les renomme, donc Madame Ferreira en représentant titulaire, Monsieur Brett, Madame César-Brunet, excusez-moi de me nommer dans ce sens-là, Madame Carpentier, Monsieur Mathias Zwierski et Monsieur Sibrac, représentant suppléant, Madame Freudheim, Monsieur Paddy, Monsieur Guéné, Monsieur Gallès, Madame Maillet et Madame Castin. Donc je rappelle que ça, c'est une délibération où on désigne. Désigne. D'accord. Et nous avons donc la deuxième qui concerne donc une élection. La deuxième délibération, c'est une délibération où il y a une élection et où on avait convenu effectivement qu'on pouvait la voter effectivement de cette manière-là, puisqu'il s'agit, si tu veux, de désigner le nouveau représentant suppléant pour remplacer Madame Valérie Carpentier au CIVOM. Et il s'agit... ce que vous aviez quelqu'un à nous proposer. Voilà. Je vous en prie. Non, pardon. Je cherchais si j'avais le nom, mais en fait, non, il n'était pas arrivé, c'est pour ça. Je vous en prie. Non, il n'est pas arrivé. C'est Madame Gauthier. Madame Gauthier, donc, il est proposé d'élire Madame Gauthier Nathalie pour remplacer Madame Valérie Carpentier en tant que suppléante au CIVOM. Alors, si je reprends dans l'ordre, pour la 23, sur la question des désignations pour le carré colonne, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Donc, adopté à l'unanimité. Et pour l'élection de Madame Nathalie Gauthier à la place de Madame Valérie Carpentier, quelles sont les personnes qui élisent Madame Nathalie Gauthier à la place de Madame Valérie Carpentier? Félicitations. Tandis, délibération suivante technique également. Modalité de gratification pour les stagiaires, Madame César-Brunet. Alors donc nous sommes amenés là à modifier donc la délibération que nous avions passée dans le cadre de la gratification des stagiaires. Donc l'intention est donc de formuler la délibération disant donc que la gratification ne sera versée qu'aux stagiaires ne percevant aucune autre source de rémunération, pour enfin clarifier une bonne fois pour toutes, pour que nous ne soyons pas amenés à présenter des modifications au gré de situations partielles que nous pourrions rencontrer. Merci. Des demandes d'intervention? Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, toujours Madame César-Brunet, sur l'actualisation du RIFSEP. Alors, comme nous l'avions indiqué quand nous avons donc passé la délibération du RIFSEP, nous attendions régulièrement donc des décrets intervenant auprès de certaines catégories d'emplois. Nous en avons donc eu des nouvelles et c'est pour cela aujourd'hui que nous présentons une modification concernant donc les bibliothécaires de catégorie A, mais aussi les assistants de conservation du patrimoine des bibliothèques territoriaux de catégorie B.
Merci. Et donc, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles catégories qui rentreront dans le cadre du RIPSEP, on sera obligé de passer une délibération au conseil municipal. Des demandes d'intervention, je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et celle qu'on adore, la modification du tableau des effectifs. Voilà, régi toujours par les mêmes principes. Nous ne supprimons pas des postes, nous supprimons seulement des titres au sein d'un tableau. Et parfois, nous en créons aussi. Donc, un poste d'adjoint de patrimoine principal de 2e classe et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. Des remarques particulières? Unanimité accordée? Je vous remercie. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je vous avais proposé une motion sur Ford. Et là, je voudrais qu'on discute un petit peu, effectivement, de quelque chose qui agite un petit peu la population, la question des compteurs Linky. Sur la question des compteurs Linky, on a déjà eu en mairie plusieurs remarques de personnes qui ne souhaitent pas avoir de compteur Linky chez eux. Alors, je vous rappelle que c'est la loi, effectivement. Et donc, en tant qu'assemblée, il est quand même important de pouvoir rappeler la loi. Et ce, même si je peux comprendre un certain nombre d'interrogations que se posent individuellement des personnes, il y a eu quand même beaucoup de réunions, de moyens d'information, beaucoup de réponses qui ont été apportées. Un certain nombre de personnes sont rassurées, un certain nombre de personnes ne le sont pas. Et en ce qui me concerne personnellement, moi je suis pas du tout, à titre personnel je suis pas concernée, mais je peux comprendre la question sur les personnes qui sont électrosensibles. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce que c'est, mais je peux comprendre la notion pour les personnes qui sont électrosensibles, sachant que sur la notion entre guillemets des ondes, on nous a bien expliqué qu'effectivement un compteur Linky en envoyait moins qu'un frigo. Et que en ce qui concerne par moment la surveillance des gens, c'est vrai que quand on est comme un certain nombre d'entre nous dépendants de ces appareils-là, la plus grosse surveillance, elle est quand même liée à ces appareils-là. Pour autant, il y a des personnes qui veulent exprimer leur nom. Après tout, c'est un droit. On a le droit de ne pas être d'accord. Et en gros, la motion que je vous propose a pour but d'abord de rappeler les termes de la loi, parce qu'on est une assemblée qui devons rappeler les termes de la loi, mais en demandant à tous ceux qui vont déployer, les compteurs Linky, ça a déjà commencé, et puis ça va continuer également sur la commune d'ici la fin de l'année, d'entendre quand on dit non, voilà, et de ne pas faire un forcing, je ne sais pas comment le dire en français, pas comme si j'étais bilingue, mais voilà, de ne pas faire un forcing d'entendre effectivement le non. La motion qui vous est donc proposée est donc la suivante. La loi de transition énergétique de 2015 fait obligation aux titulaires d'un abonnement électrique d'accepter le remplacement de leur ancien compteur, même récent, par un nouveau compteur communicant appelé Linky. Les avantages attendus par ce nouvel équipement concernent en particulier le suivi individualisé des consommations et un meilleur pilotage de la production électrique. Toutefois, comme l'a relevé le médiateur national de l'énergie, Linky n'a pas été conçu pour s'adresser aux consommateurs et ne comporte aucune fonctionnalité de communication vers le logement. Cependant, certains abonnés refusent l'installation du compteur Linky pour des raisons autres que son utilité ou son coût. Ils avancent notamment les deux principaux risques suivants. 1. Une intrusion possible dans la sphère privée par la connaissance intime de leur mode de vie associé à leur consommation d'électricité. 2. Une atteinte possible à leur santé par le rayonnement du compteur Linky, notamment pour ceux souffrant déjà d'électrosensibilité, même si les études disponibles et publiques font état d'un rayonnement très inférieur au niveau réglementaire, comparable à d'autres objets de la vie courante domestique. La ville de Blanquefort n'est pas juridiquement légitime pour refuser cette installation sur son territoire communal et elle ne peut obliger réglementairement les installateurs de compteurs Enedis à demander l'accord des abonnés avant l'installation de compteurs Linky. Elle attire également l'attention des abonnés sur les répercussions financières éventuelles en cas de refus d'installation du compteur Linky lors des déplacements pour effectuer les relevés, pannes ou changements de compteur par exemple. Toutefois, au nom du principe de liberté de choix des consommateurs, le conseil municipal de Blanquefort demande à Enedis que les refus d'installation du compteur Linky exprimés par des abonnés sur la commune de Blanquefort soient respectés. Donc voilà la teneur du texte. Je précise qu'un certain nombre d'autres villes aux alentours ont pris une motion très similaire à celle-ci. On ne remet pas en cause les compteurs Linky, c'est la loi, on respecte la loi, on demande simplement que quand il y a un choix individuel, ce choix soit respecté, que nous on soit d'accord ou pas d'accord. Voilà l'idée, je laisse la parole à ceux qui veulent la prendre. Madame Gauthier. Bonsoir à tous. On m'a demandé d'être brève parce qu'il y a un match de foot, je crois, après à 20h, qui est assez important. Donc, je suis désolée, j'ai écrit quand même une petite bafouille sur le compteur Linky, parce que c'est vrai que c'est un compteur communicant qui ne laisse personne indifférent.
Il y a les pros et puis il y a les anti-Linky. Alors c'est vrai que quand on a lu cette motion qui nous est proposée ce soir, on a essayé de dégager les points positifs et les points négatifs du dispositif. Donc un point positif, c'est que quand même ce compteur répond à l'ambition nationale qui a été fixée par la loi de transition énergétique, comme vous l'avez rappelé Madame le maire, et elle est conforme aux normes européennes. Et la mise en service aussi d'un compteur Linky est rapide lors d'un déménagement et le relevé de compteur a lieu sans rendez-vous. Il est aussi à noter que la détection des pannes sur le réseau et les interventions sont quand même beaucoup plus rapides. Et sa pose est actuellement gratuite et l'ajustement pendant 1 an de la puissance aux besoins de l'abonné également. Il est aussi à noter qu'on peut suivre en direct depuis son espace client la courbe de charge, c'est-à-dire c'est l'évolution de la consommation d'électricité sur une même journée. Ça permet de faire des économies à notre mesure. Et le changement de fournisseur est gratuit et ne nécessite pas de coupure. Et la facture est au plus près de la consommation. Ça, c'est pour les points positifs. En ce qui concerne les points négatifs, disons les remarques négatives que l'on peut entendre, notamment c'est sur l'émission des ondes électromagnétiques. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont électrosensibles, mais il est à noter quand même que la transmission des données, elle ne s'effectue pas par radiofréquence, mais par le courant porteur en ligne. Le courant porteur en ligne, c'est la construction d'un réseau informatique sur le réseau électrique. C'est bien ça, monsieur Laborde? Oui, merci. Non, mais le CPL. Il faut déjà savoir que la consommation des heures creuses pour les compteurs électromagnétiques actuels se fait déjà par le CPL. Et c'est vrai qu'à part si on habite au fin fond du Pays Basque, dans une cabane de berger dans la montagne, on est tous soumis à un tas d'ondes, donc ce n'est pas des... C'est vrai que ça rajoute à des ondes, mais bon, on vit déjà avec beaucoup d'ondes. Alors après, il y a aussi la question des compteurs qui prennent feu. Alors, d'après Enedis, le risque d'incendie ne viendrait pas du matériel, mais de l'installation du matériel. En fait, ce sont les installateurs qui ne prendraient pas grand soin à installer les compteurs. C'est la version officielle d'Enedis. Voilà. Également, lors de la mise en service, il y a certains Linky qui ont disjoncté, parce qu'en fait, les abonnements souscrits n'étaient pas en adéquation avec la puissance réelle. C'est vrai que ça, dès que vous dépassez d'un chouïa votre abonnement, votre compteur, il disjoncte et vous pouvez tout perdre. Tout ce qui est surtout dans le frigo, le congélateur. Ce qui aurait été judicieux de la part d'Enedis, il me semble, c'est qu'ils envoient justement sur l'espace client peut-être un message indiquant de faire une régularisation de l'abonnement dans un temps imparti. Peut-être on laisse 48 heures à l'abonné pour qu'il puisse régulariser son abonnement. Puis l'autre question qui se pose aussi, c'est la personne qui n'a pas Internet, qui n'a pas d'ordinateur, pas de smartphone, les personnes âgées notamment, et qui ont des difficultés avec l'informatique. Celles-ci, elles ne pourront pas bénéficier finalement de tous les avantages promis par Enedis, ce qui remet quand même en question le principe d'égalité entre les usagers. Ensuite, en ce qui concerne les données personnelles, alors bien qu'elles ne peuvent pas être utilisées sans le consentement du client et qu'elles seront cryptées pour les agents d'Enedis, il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours la possibilité de savoir si l'abonné est à son domicile. Si, quand même, on pourra toujours le savoir. Par contre, une chose est sûre, il n'y a pas de caméra dans le compteur. Ça, voilà. Ce n'est pas une vidéo protection ou comment vous l'avez dit, vidéo, pardon, élucidation. Voilà. Par contre, moi, je voudrais revenir un peu sur le modèle du compteur qui a été retenu. Il aurait peut-être été plus judicieux d'avoir un compteur qui affiche en euros directement sur le compteur la consommation réelle. Ça se fait comme ça c'est en Grande-Bretagne. Et puis bon, je ne parle pas de la couleur qui est vraiment immonde. Ah là, oui, non, mais là vraiment ce vert, il est... Voilà. Alors après, sur un plan économique aussi, certains évoquent les pertes d'emplois qui sont générées par la suppression du contrôle des consommateurs au domicile des usagers. Alors c'est vrai que les mêmes certainement ont utilisé déjà cet argument pour le développement de l'informatique, de la bureautique ou de la robotique. Et en fait, il faut quand même accompagner les progrès techniques et en limiter les conséquences négatives, en aucun cas revenir en arrière. Et si le passé nous a appris une chose, c'est que les mutations n'entraînent pas de suppression d'emplois, mais de nouveaux métiers.
Et nous savons tous que la majorité des emplois de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, après avoir pesé le pour et le contre, on peut comprendre que certains usagers refusent la pose des compteurs Linky, bien que l'on ne puisse pas juridiquement s'y opposer. Néanmoins, nous restons attachés également au principe de liberté et de choix des usagers. Par conséquent, nous voterons pour cette motion en ajoutant que toute attitude d'Enedis et ou de ses prestataires assimilables à du harcèlement vis-à-vis d'usagers refusant l'installation pour quelque motif que ce soit doit être condamnée. Et Enedis se doit de respecter les choix individuels des Blanquefortais opposés à l'installation des compteurs Linky sans pratiquer la pose forcée. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Pas particulièrement. Je peux donc mettre cette motion en voix. Non-participation ou abstention ? Vote contre, vote pour. Voilà, que l'on puisse tous lever la main. Que l'on puisse tous se dire que l'ordre du jour est épuisé, qu'il n'y a pas de questions particulières. Madame Gauthier, Monsieur Sibrac va vous faire manquer le début du foot. Je suis désolée, j'allais dire que vous alliez réussir. Je suis pourtant un amateur de football. Ça commence dans 3 minutes, je ne serai pas long, Monsieur Laborde, ne me faites pas cette tête, je vais être très court. Ah bon, non, une question. Juste, je ne serai pas aussi long. Sur la question des décisions, excusez-moi, je perds le fil des décisions que l'on lit. Aidez-moi, vous voyez. Il y a des ventes de... Des décisions qui sont mises à la fin du conseil, oui. Décisions, merci beaucoup. Il y a des véhicules, 5 ou 6 véhicules qui ont été vendus. Oui. De la mairie. Oui. Et alors, je remarque, mais c'est une question, on n'y voyait rien de tordure du tout. Les gens qui achètent ça, ce sont des gens qui sont à Angers ou je ne sais où. Pour quelle raison? Est-ce qu'il n'y a pas des employés municipaux ou autres qui pourraient être intéressés par ce genre de choses? Voilà, c'est purement de l'information que je souhaite là-dessus. Et alors, j'aurais ensuite... Je termine sur le point que vous avez abordé et ô combien important, Madame le maire, en début de conseil municipal, sur votre, je dirais moi, votre revirement sur la question de la vidéo que vous appelez élucidation, que moi, ça ne me dérange pas d'appeler sécurité, que ça ne me dérange pas d'appeler tranquillité, du moment que ce moyen permet aux Blanquefortais et à tous les gens qui peuvent en bénéficier d'être en sécurité. Donc pour moi, le terme, c'est pas un problème. Donc nous nous réjouissons à chaud, je dirais, après 1h30 de votre annonce de cette décision. Nous serons évidemment favorables à cela. Est-ce que vous pouvez nous indiquer éventuellement quels sont les 3 points qui ont été identifiés pour mettre cette vidéo tranquillité, surveillance, élucidation? Et je vais vous dire, je ne vais pas être long, mais je vous rejoins sur l'élucidation parce que j'ai moi-même été, vous le savez, il y a 3 ans, avec mon fils à Biarritz qui a été agressé de façon terrible. Et il y aurait eu la vidéosurveillance sur la place du casino, on aurait retrouvé les gens qui ont failli le laisser dans une chaise roulante. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, la vidéo c'est aussi de l'élucidation. Mais je suis moins d'accord que vous dites que c'est uniquement cela, je pense que ça peut être de la dissuasion, mais bon. L'essentiel, c'est qu'on avance là-dessus sur Blanquefort, nous en réjouissons. Et dernière chose, sur la question des effectifs de la gendarmerie. Alors, première question, Madame le maire, est-ce que vous avez associé les autres communes qui bénéficient de la gendarmerie, qui est à Blanquefort, mais qui évolue, et là, pour les autres communes également, je ne crois pas me tromper en disant que c'est le Pian par Rampuire, pas Rampuire-le-Taillant, merci. Et puis, pour terminer, et vous voyez, il est 20h pile, juste une chose, vous avez, en tout cas, Madame la maire, la main, et vous avez aux manettes directement la possibilité d'avoir une influence sur les effectifs de la police municipale qui, nous le disons également, sont trop faibles de notre point de vue. Peut-être viendrez-vous également à changer d'avis sur la question. Je vous remercie et bon match à tous. Alors désolé pour le bon match, mais vous allez attendre un petit peu avant le coup d'envoi, parce que comme il se trouve que M. Sibrac a mis 3 ou 4 questions dans une, alors je vais demander à chacun d'être particulièrement bref sur les réponses.
Parce que sinon, je vais avoir une émeute s'ils vont pas voir le match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, attendez, il faut juste que je me les retrouve dans l'ordre, parce que j'avoue que je les ai pas notés. Les voitures, Madame César-Brunet. Alors donc, en fait, nous travaillons avec Web Enchères. C'est en fait dans le cadre des choses réglementaires et nous appuyons donc sur Bordeaux Métropole. Et Web Enchères, le principe, c'est de mettre aux enchères. Donc, tout ce que nous avons qui n'a plus vraiment de valeur, on peut le considérer en ce sens. Et ensuite, nous avons donc des gens qui enchérissent ou surenchérissent certaines choses. C'est pour ça. Donc, c'est une question purement réglementaire de le faire de cette manière-là et sécurisé. C'est délicat. Non. Madame Jouve, de manière tout aussi brève. Donc pour répondre sur la vidéo-élucidation, c'est des lieux qui ont été définis avec la gendarmerie. Alors ça a été vu aussi avec le chef d'escadron du pôle territorial ouest qui est basé sur Mérignac. Donc pour répondre sur les 3 points, ça va être les 2 ronds-points transversaux de Blanquefort, qui vont être le rond-point de Lidl, le rond-point des Pots de Fleurs. Et le 3e lieu, ça va être la gare, parce que la caméra en fait de TBM ne suffit pas à avoir tout l'angle du passage au niveau de la gare. Voilà. Et je conclurai pour que vous voyez quand même à peu près le coup d'envoi et que vous ne me scalpiez pas. J'ai téléphoné à mes homologues, à Madame de François et à Madame Versepuy, parce que sinon j'allais me confondre un petit peu avec les noms des villes sur la question des effectifs. J'entends un retour de Monsieur le Préfet. Je ne fais absolument pas de confusion entre le rôle de la gendarmerie nationale et le rôle de la police municipale, car chacun a des missions spécifiques et que l'un ne peut en aucun cas replacer l'autre. Et appeler ça revirement sur la vidéo élucidation et vidéo tranquillité ou tout ce que vous voulez, employez le terme revirement, c'est un terme, on va dire, d'opposant, ce qui est dommage, puisqu'il me semblait que là-dessus, nous nous serions rejoints. Mais on pourra en parler en septembre. Bon été à tous et à toutes.